Un énorme chien-loup émergea du blizzard. Il était seul, boitait, et sa fourrure était couverte de givre et de vieilles cicatrices. Personne ne s'attendait à ce qu'il trouve un foyer. Mais au fond d'une maison de campagne glaciale, dans l'obscurité la plus totale, gisait un jeune homme paralysé, ayant perdu tout espoir et abandonné pour mourir dans sa solitude. Personne ne vit la bête s'approcher de lui. Personne ne croyait qu'un prédateur pouvait devenir un sauveur. Mais la bête se souvenait de l'odeur de la douleur, et elle savait ce que signifiait être sauvée. Ce qui arriva ensuite vous fera pleurer et croire en une seconde chance, même pour ceux que tout le monde a oubliés. Cette histoire pourrait vous redonner foi en de véritables miracles. Annecy, au cœur de février, ressemblait à un royaume de glace figé dans le temps, où un ciel de plomb pesait si bas sur la ville qu'il semblait sur le point d'écraser les toits d'ardoise des vieilles maisons de village. Le lac, habituellement d'un bleu saphir, était une plaque de verre opaque, et les canaux qui serpentaient à travers la vieille ville étaient devenus des veines de glace. Le froid était si intense que l'air semblait crépiter de tension, et chaque inspiration brûlait les poumons, rappelant aux habitants des Alpes que la nature ici ne pardonne aucune faiblesse. Et c'est précisément à cette heure, alors que la ville s'enfonçait dans un crépuscule gris, qu'à la périphérie, devant le portail chancelant du refuge pour animaux sauvages, Esprit des Vosges, se tenait une vieille Citroën 2CV d'une couleur vert-de-gris fatiguée. À l'intérieur était assis un homme dont le cœur était saisi par un froid bien plus terrible que celui qui régnait au dehors. Au volant de la voiture, serrant le plastique usé du volant si fort que les jointures de ses doigts en étaient devenues blanches, se trouvait Jean Dubois, un horloger de 65 ans, un homme dont la vie avait toujours été soumise au rythme précis des mécanismes. Mais aujourd'hui, ce rythme était irrémédiablement brisé. Jean était un homme de petite taille mais de carrure robuste, comme taillé dans un vieux chêne. Bien que les années et le chagrin aient courbé ses épaules, son visage, creusé de rides profondes, ressemblait à une carte topographique où chaque ligne marquait une tempête traversée. Sa barbe grise épaisse, soigneusement taillée par vieille habitude, dissimulait un menton tremblant. Il portait une vieille veste en cuir qui sentait l'huile de machine et le tabac brun, et un bonnet de laine que sa défunte femme lui avait tricoté autrefois. Mais le plus remarquable dans son apparence étaient ses yeux, des yeux bleus délavés dans lesquels s'était figé un mélange d'espoir et de terreur panique, propre aux gens qui se tiennent au bord du gouffre, ne sachant s'il faut faire un pas en avant ou reculer dans un vide sécurisant mais torturant. Jean était venu ici pour un loup, ou plus précisément, pour un chien-loup nommé Rock, une créature dont il avait lu l'histoire sur Internet dans un accès de désespoir nocturne, lorsque le silence de sa maison de campagne était devenu si assourdissant qu'il couvrait même le tic-tac des centaines d'horloges de son atelier. Cependant, maintenant, en regardant la clôture métallique du refuge, derrière laquelle on entendait un concert d'aboiements et de hurlements, la détermination de Jean s'effritait, laissant place à une peur glaciale face à ce qu'il s'apprêtait à faire. Ses pensées, chaotiques et lourdes, retournèrent vers son fils, Lucas, resté à la maison, dans sa chambre sombre aux rideaux épais, dans cette réclusion volontaire qui durait depuis déjà 3 ans. Lucas, autrefois, avait été l'incarnation de la vie et de la force. Ancien garde forestier de 28 ans, grand, les épaules larges, avec une crinière de cheveux sombres et des yeux couleur de ciel d'orage. Il pouvait parcourir des kilomètres en montagne sans repos et connaissait les habitudes de chaque animal de la réserve naturelle des Calanques. Mais maintenant, Lucas n'était que l'ombre de cet homme. Depuis la tragédie sur les falaises, ses jambes étaient paralysées, et son âme mutilée par la conviction d'avoir été trahi par son meilleur ami, un loup nommé Gris. Et cette amertume l'avait transformé en un cynique, rejetant toute aide, toute compassion, quiconque tentait de percer sa carapace d'aliénation. « Tu vas faire entrer un tueur dans la maison, père ?» résonnait dans la tête de Jean la voix rauque et sans vie de son fils, lorsqu'il avait un jour évoqué l'idée d'un chien. Ils sont tous pareils, des traîtres. Si tu veux un animal, prends-toi un hamster. Au moins, il ne te plantera pas un couteau dans le dos. Jean gémit, frappant le volant de la paume de sa main. Le son fut sourd et pathétique dans l'espace confiné de l'habitacle. Il était un vieil imbécile, qui avait cru pouvoir recoller les morceaux d'une vie brisée avec l'aide d'un animal qui rappellerait à son fils le jour le plus terrible de son existence. « Je ne peux pas », murmura Jean dans le vide, sentant une boule amère comme l'absinthe lui nouer la gorge. « Je vais simplement l'achever avec ça. Il verra ce chien-loup et se renfermera définitivement. Ou pire, son cœur ne tiendra pas. » Il tendit la main vers la clé de contact pour démarrer le moteur et partir, s'enfuir, disparaître, retourner dans sa maison sûre, imprégné de l'odeur des médicaments et du désespoir, et oublier pour toujours cette idée folle. Mais au moment où ses doigts touchèrent le métal froid de la clé,
Un coup sec et impérieux retentit sur la vitre de la portière, faisant sursauter Jean de tout son corps, comme s'il avait été pris sur le fait. Derrière la vitre, à travers le voile de la neige qui tombait, se tenait une femme dont l'apparence était aussi austère et majestueuse que la nature alpine environnante. C'était Sandrine Leclerc, la propriétaire du refuge Esprit des Vosges, une personnalité légendaire à Annecy, que les braconniers locaux craignaient comme le feu et que les défenseurs de la nature vénéraient comme une sainte. Sandrine avait la cinquantaine, mais l'âge n'avait pas de prise sur elle. C'était une femme grande et nerveuse, avec une posture de générale, vêtue d'une doudoune de camouflage volumineuse et de grosses chaussures de marche masculines. Son visage, buriné par les vents de la montagne, ne portait aucune trace de maquillage, mais rayonnait d'une force intérieure, et ses yeux gris perçants vous regardaient comme s'ils lisaient en vous jusqu'au plus profond de votre âme. Ses cheveux, parsemés d'argent, étaient tirés en un chignon serré sur sa nuque, dégageant un front haut avec une ride sévère entre les sourcils, témoignant de son habitude de prendre des décisions difficiles. Sandrine était une femme d'action, une femme qui sortait des ours des pièges et nourrissait des faons au biberon. Son caractère était forgé d'acier et de compassion, et si elle ne tolérait pas la lâcheté, elle tendait toujours la main à ceux qui en avaient vraiment besoin. Jean, se sentant comme un écolier pris en faute, baissa la vitre d'une main tremblante, laissant entrer dans l'habitacle un tourbillon glacial de flocons de neige et une odeur de conifères mêlée à celle de la fourrure mouillée. « Vous êtes bien Jean Dubois ?» La voix de Sandrine était basse, légèrement rauque, mais sans menace. Plutôt une compréhension lasse. « J'ai vu votre voiture il y a une demi-heure. Vous restez là, à brûler de l'essence et à vous torturer. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez changé d'avis pour Roch ?» Jean chercha des mots, une excuse qui sonnerait de manière convaincante, mais sous ce regard direct, tous les mots semblaient faux. Vous comprenez, Madame Leclerc, balbutia-t-il en détournant les yeux. J'ai sans doute été un peu vite en besogne. Ma maison, elle est trop petite pour une bête pareille. Et mon fils. J'ai un fils handicapé, il a besoin de calme, pas d'un énorme chien qui pourrait être dangereux. Le mensonge lui brûlait la langue, car il savait, et Sandrine savait, que le problème n'était pas la maison. Sandrine resta silencieuse, ne l'interrompant pas, se contentant d'étudier attentivement son visage, remarquant les yeux rougis et les mains tremblantes du vieil horloger. « Dangereux » répéta-t-elle enfin, et une note d'acier vibra dans sa voix. « Vous avez lu son dossier, Jean ? Roch n'est pas un tueur. Il a été réformé parce qu'il n'a aucune agressivité. Il est trop doux pour le service, trop humain pour être une bête. Mais vous n'avez pas peur qu'il morde, n'est-ce pas? Vous avez peur du passé. » Ces mots frappèrent Jean comme une gifle. Il se tourna brusquement vers elle, prêt à protester, à se défendre. Mais Sandrine agissait déjà. Sans attendre sa réponse, elle ouvrit le bouton supérieur de sa doudoune et sortit de sa poche intérieure une enveloppe cartonnée, épaisse et légèrement froissée. Avant d'appuyer sur l'accélérateur et de repartir vous noyer dans votre chagrin, regardez ça, dit-elle en lui tendant l'enveloppe par la fenêtre ouverte. Ses mouvements étaient rapides et précis, n'admettant aucune objection. Jean, comme hypnotisé, prit l'enveloppe de ses doigts calleux, encore marqués par l'huile d'horlogerie, et l'ouvrit lentement, le cœur battant. À l'intérieur se trouvait une vieille photographie brillante, au coin légèrement corné. Sur le cliché, pris visiblement un de ces jours ensoleillés et clairs dont les Alpes ont parfois le secret, on voyait un jeune homme en uniforme de garde forestier, debout sur fond des majestueuses falaises calcaires de la réserve naturelle des Calanques. Le jeune homme riait, la tête renversée en arrière. Son visage rayonnait de bonheur et de force, et à côté de lui, posant ses énormes pattes sur ses épaules, se tenait un loup gris, regardant l'objectif avec une expression intelligente, presque humaine, de dévotion. C'était Lucas, son fils, avant que le monde ne s'effondre, et c'était gris, ce même loup que Lucas maudissait maintenant dans ses cauchemars. « D'où tenez-vous ça » murmura Jean, sentant les larmes lui monter à nouveau aux yeux, brouillant l'image. « Je connaissais votre fils, Jean, même si nous n'étions pas proches, » dit Sandrine plus doucement, en s'appuyant des coudes sur le cadre de la portière. La neige tombait sur sa tête découverte, mais elle ne semblait pas sentir le froid. Le monde de la montagne est petit. Gardes forestiers et sauveteurs d'animaux se croisent souvent. Quand vous avez appelé et donné votre nom, j'ai consulté de vieilles archives. Je sais ce qui s'est passé il y a 3 ans. Je sais que Lucas croit que le loup l'a trahi. Sandrine fit une pause,
laissant ces mots s'imprégner dans l'esprit du vieil homme. Puis elle continua avec la conviction d'un prophète. Mais vous devez savoir autre chose. Rock, le chien qui vous attend dans son enclos, il ne ressemble pas seulement à un loup physiquement. Le même sang coule dans ses veines. Mais avec une différence, il cherche quelqu'un à sauver, pour se sentir lui-même vivant. Il se meurt d'ennui dans sa cage, tout comme votre fils se meurt dans cette chambre. Jean regardait la photo, le sourire de son fils qu'il n'avait pas vu depuis 1000 jours, et un sentiment étrange et douloureux commença à naître dans sa poitrine, un mélange de culpabilité et d'espoir désespéré. « Il va me détester », dit sourdement Jean sans lever les yeux. « Si je ramène à la maison une bête qui ressemble à Gris, il pensera que je me moque de lui. Ou alors il se souviendra de ce que c'est que d'aimer quelque chose plus que sa propre douleur, » rétorqua Sandrine. Sa voix sonnait ferme, comme le coup d'un marteau sur l'enclume. « Écoutez-moi, Jean. » Sandrine se pencha plus près, et dans ses yeux, il vit le reflet de sa propre souffrance, mais transformée en détermination. Ne prenez pas la décision à sa place. Donnez-leur une chance. N'adoptez pas Rock aujourd'hui. Ne signez aucun papier. Laissez-moi simplement la mener. Disons que c'est une nécessité. Disons qu'il y a une panne au refuge, que le chauffage a lâché, et que je dois placer les animaux en famille d'accueil pour une nuit. Faites un mensonge pieux si vous n'avez pas le courage de dire la vérité. Mais si vous partez maintenant, vous ne sauverez pas votre fils du stress, vous le priverez de sa dernière chance de revenir à la vie. Jean resta silencieux, écoutant le hurlement du vent qui secouait un vieux sapin près du portail. Le grincement des branches ressemblait à une plainte. Il imagina Lucas, assis dans le noir, et il imagina Rock, couché sur le sol en béton de son enclos, la tête sur les pattes. Deux solitudes, séparées par la distance, mais unies par le même traumatisme du rejet. La peur lui serrait encore la gorge d'une main glacée, mais les paroles de Sandrine, sa confiance et cette photo où son fils était vivant et heureux à côté d'un prédateur, avaient ouvert une brèche dans le mur de son désespoir. Il regarda ses mains, des mains d'artisan qui pouvaient réparer le mécanisme le plus complexe d'une horloge, lui redonner vie. Peut-être était-il temps d'essayer de réparer quelque chose de plus important, même s'il fallait pour cela risquer tout ce qui lui restait. « Vous pensez vraiment que ça peut marcher » demanda-t-il, et sa voix trembla, trahissant toute la profondeur de son incertitude. Sandrine esquissa un léger sourire, et ce sourire transforma instantanément son visage sévère, le rendant chaleureux et maternel. « Je ne le pense pas, Jean. Je le sens. Les animaux ne mentent pas, et mon intuition me trompe rarement. Rock est spécial. C'est un guérisseur, pas un combattant. Laissez-moi l'amener maintenant. Je vous suis. » Elle se redressa, secoua la neige de sa manche et regarda le ciel qui devenait de plus en plus sombre. En plus, la tempête s'intensifie. Les routes seront bientôt bloquées. C'est un excellent prétexte pour rester chez vous, ajouta-t-elle avec une ruse propre aux gens habitués à obtenir ce qu'ils veulent pour une bonne cause. Jean prit une profonde inspiration, sentant l'air froid remplir ses poumons, chassant l'odeur confinée de la peur. Il hocha la tête, lentement, sans conviction, mais c'était un accord. Il posa délicatement la photographie sur le siège passager, comme s'il s'agissait du plus grand des trésors, et tourna la clé de contact. Le moteur de la vieille 2CV répondit par un rugissement laborieux, comme s'il se plaignait du sort, mais se stabilisa ensuite, prêt à prendre la route. « D'accord, » dit-il en regardant Sandrine. « Amenez-le. » Mais si Lucas. S'il dit non, demain matin je reprendrai Rock, l'interrompit Sandrine, se dirigeant déjà vers son 4x4 garé près du portail. Mais donnez-leur cette nuit. Une seule nuit, Jean. C'est tout ce que je vous demande. Jean la regarda s'éloigner à travers le rideau de neige, résolu et indestructible, et pour la première fois depuis longtemps, il sentit qu'il n'était pas seul dans cette bataille pour l'âme de son fils. Il alluma les phares, dont les faisceaux perçaient l'obscurité grandissante, et démarra, se dirigeant vers la maison où l'attendait son fils, et où arriverait bientôt une créature capable soit de détruire définitivement leur monde fragile, soit de le sauver de ses ruines. Pendant que la vieille 2CV de Jean se frayait un chemin à travers le blizzard, s'éloignant de la ville, le silence régnait dans la maison de campagne des Dubois, un silence dense et visqueux, comme l'eau stagnante d'un marécage. Un silence que ne perturbait que le craquement occasionnel du plancher et la respiration lourde et irrégulière d'un homme enfermé entre les quatre murs de sa propre douleur. Dans la chambre du fond,
où les fenêtres étaient toujours occultées par de lourds rideaux de velours qui ne laissaient passer ni un rayon de lumière, ni une lueur de vie, était assis Lucas, le fils unique de Jean, un homme dont l'existence se limitait désormais au périmètre d'un fauteuil roulant et au défilement sans fin dans sa tête du même film de souvenirs. Lucas avait 28 ans, mais il en paraissait plus. Son visage, autrefois hâlé et buriné par les vents de la montagne, avait maintenant acquis une pâleur maladive, presque parcheminée, propre aux personnes qui n'ont pas vu le soleil depuis des années. Sous ses yeux, des cernes profonds s'étaient creusés, semblables à des ecchymoses laissées par les coups du destin. Ses cheveux sombres, qu'il coupait autrefois courts pour plus de commodité en forêt, avaient maintenant poussé et tombé en mèches emmêlées sur ses épaules, cachant son front haut et ses yeux. Ces mêmes yeux couleur de ciel d'orage, où brûlait autrefois le feu de la passion et de l'amour pour la nature, et où ne restait plus que la cendre froide de l'indifférence. Il était assis dans son fauteuil high-tech, noir et chromé, qui semblait être un objet étranger au milieu des vieux meubles rustiques, et fixait un point sur le mur où un coin de papier peint se décollait. Mais ce n'était pas le mur qu'il voyait, mais une pente rocailleuse et ensoleillée, parsemée de pierres coupantes. Cette même pente qui était devenue son Golgotha. Les souvenirs venaient sans y être invités, déferlant en vagues contre lesquelles il était impossible de se cacher. Et à chaque fois, ils étaient si réels que Lucas sentait la chaleur fantôme du soleil sur sa peau et l'odeur des pins et du thym sauvage, mêlée au goût métallique du sang. C'était arrivé il y a 3 ans. Par une journée aussi radieuse, où les calanques semblaient retenir leur souffle avant une tempête de Mistral. Le silence dans le maquis était anormal, menaçant. Lucas, alors garde forestier plein de force et de confiance en lui, effectuait une tournée de son secteur avec son partenaire, un loup nommé Gris, qu'il avait trouvé louveteau et nourri, croyant qu'un lien indestructible existait entre eux. Un lien qu'il pensait plus fort que l'amitié humaine. Gris était une bête magnifique, grande, avec une poitrine puissante et des yeux ambrés intelligents. Il comprenait Lucas sans mots, à un simple geste, à un froncement de sourcils. Mais ce jour fatidique, quelque chose avait changé. Quelque chose s'était brisé dans le mécanisme de leur compréhension mutuelle. Ils se tenaient sur une pente rocheuse abrupte, couverte de pierres instables qui cachaient des arêtes de calcaire acérées comme des rasoirs. Lucas remarqua que Gris se comportait étrangement. Le loup gémissait, couchait les oreilles. Le poil de son échine était hérissé, et il ne cessait de regarder en arrière, comme s'il sentait une menace invisible. « Qu'est-ce que tu as, mon frère » avait alors demandé Lucas, tendant la main pour calmer la bête. Mais au lieu du coup de truffe humide habituel dans sa paume, il vit des crocs. Un rictus animal effrayant, qu'il n'avait jamais vu auparavant chez son compagnon. Dans la mémoire de Lucas, ce moment s'étira en une éternité. Il vit les pupilles du loup se rétrécir pour devenir des points noirs de folie, les muscles de la bête se tendre avant le saut. Et l'instant d'après, Gris, son ami fidèle, son ombre, s'était jeté sur lui avec un grondement plein de fureur. Lucas n'eut pas le temps de réagir, pas même de comprendre ce qui se passait. Il ne sentit que le choc violent d'un corps massif contre sa poitrine. Un coup d'une telle force qu'il perdit l'équilibre. Le sol se déroba sous ses pieds, et le monde bascula. Ils dévalèrent la pente, enchevêtrés dans un amas de membres humains et de fourrures de loup, heurtant les rochers, brisant les branches des arbustes. Et dans cette chute chaotique, il sembla à Lucas que le loup continuait de le tourmenter, le poussant toujours plus bas dans l'abîme. La dernière chose dont il se souvint avant que l'obscurité n'engloutisse sa conscience fut le craquement de sa propre colonne vertébrale en heurtant une saillie rocheuse, et la silhouette du loup disparaissant dans la lumière aveuglante au sommet. Le loup qui, en était-il certain, l'avait trahi, avait tenté de le tuer et l'avait abandonné pour mourir sous le soleil de plomb. Cette certitude s'était incrustée dans son subconscient, devenant un poison qui corrompait chaque pensée, chaque souvenir du passé. Il avait survécu par miracle. Les sauveteurs l'avaient retrouvé quelques heures plus tard, déshydraté, le dos brisé. Mais la partie de son âme qui croyait en la loyauté et en l'amour était morte là, sur les rochers, en même temps que sa capacité à marcher. Quand Lucas se réveilla à l'hôpital, cloué au lit, entouré d'appareils qui bipaient et de gens en blouse blanche qui prononçaient des mots comme « paralysie »,« lésions irréversibles »,« invalidité », il ferma les yeux et refusa de parler. Il refusa d'écouter les rapports de la gendarmerie, refusa de voir ses collègues gardes forestiers qui venaient lui rendre visite. Il érigea autour de lui un mur de silence, parce que la vérité, telle qu'il la comprenait, était trop insupportable. Son meilleur ami, la créature à qui il confiait sa vie, s'était révélé être une bête sauvage, n'obéissant qu'à son instinct de tueur. Dans les documents officiels,
qu'il ne lut jamais, on écrivit « accident du travail ». L'affaire fut classée sans suite. Les rumeurs selon lesquelles le loup aurait été abattu par des braconniers dans un autre secteur ne lui parvenaient que par bribes, qu'il rejetait aussitôt. Pour Lucas, Gris était vivant dans ses cauchemars, comme le symbole de la trahison universelle, la preuve que rien n'est fiable dans ce monde, que l'amour est une faiblesse et la confiance, un chemin direct vers la ruine. Et maintenant, assis dans l'obscurité de sa chambre, il sentait la colère et le ressentiment bouillir à nouveau en lui, se mêlant à l'impuissance. Son père était parti. Parti chercher un chien quelconque, une autre bête, et cette pensée donnait la nausée à Lucas. Il ne voulait voir aucun animal. Il ne voulait s'attacher à personne. Il ne voulait qu'une chose, qu'on le laisse tranquille, qu'on le laisse se consumer comme une braise dans un feu éteint. La pièce devint étouffante. L'air vicié, imprégné d'odeurs de médicaments et de corps non lavés, lui oppressait la poitrine, provoquant une crise de claustrophobie, bien que Lucas ait lui-même choisi cette prison. Il eut envie de boire. Sa gorge était sèche, comme s'il avait avalé du sable, et il se pencha vers la table de chevet où se trouvait une carafe d'eau et un verre. C'était une action simple. Un mouvement de routine que toute personne valide aurait fait sans réfléchir. Mais pour Lucas, dont le corps était affaibli par l'inactivité et dont les mains tremblaient parfois de manière traîtresse à cause de terminaisons nerveuses endommagées, c'était devenu une épreuve. Il tendit la main. Ses doigts, pâles et fins, touchèrent le verre froid, mais à cet instant, un spasme, vif et douloureux, contracta son muscle. Et sa main sursauta. Le verre glissa, heurta le bord de la table, se renversa et tomba sur le sol avec un bruit sourd, sans se briser, mais en répandant tout son contenu. L'eau s'étala en une tache sombre sur le parquet, s'approchant des roues de son fauteuil. Un petit lac froid au milieu de son enfer personnel. Lucas se figea, regardant cette flaque. Et dans cet incident domestique insignifiant, il vit le reflet de toute sa vie. Tout ce qu'il avait essayé de retenir, tout ce qui lui était cher, lui filait entre les doigts, se transformant en une tache sale sur le sol. Il aurait pu se pencher, essayer de ramasser le verre, il aurait pu appeler son père, s'il avait été là. Mais il ne fit rien. Il laissa simplement tomber sa main, la laissant pendre mollement le long de son corps, et ferma les yeux, sentant une larme chaude et solitaire couler sur sa joue. Qu'elle coule, pensa-t-il avec une indifférence amère. Que tout soit inondé. Que ce plancher pourrisse, que cette maison s'effondre. Quelle importance? Je suis déjà mort. J'ai juste oublié de me coucher dans le cercueil. Il se souvint du visage de son père avant son départ. Ses yeux coupables et suppliants du vieil homme qui voulait si désespérément réparer ce qui était irréparable. Jean était un homme bon, gentil, mais il ne comprenait pas une chose simple, quand on enlève à un homme non seulement ses jambes, mais aussi sa foi, on ne peut pas le guérir avec un chiot ou un nouveau fauteuil roulant. Lucas en voulait à son père pour cet espoir naïf, pour ce voyage au refuge. Mais quelque part au fond de son âme, sous les couches de glace et de douleur, la peur s'agitait. La peur de rester complètement seul dans cette obscurité. La peur qu'un jour son père se lasse de porter cette croix et ne revienne tout simplement pas. Cette peur était humiliante, pathétique, et Lucas se haïssait pour elle encore plus que pour son impuissance. Il imagina la porte s'ouvrir et son père entrer, tenant en laisse un autre monstre, un loup ou un chien, peu importe, une bête aux dents acérées et à la fausse loyauté dans les yeux. « Je ne le laisserai pas entrer », murmura Lucas dans le silence, serrant les poings si fort que ses ongles s'enfoncèrent dans ses paumes. « Je ne laisserai pas cela se reproduire. Je les chasserai. Je les forcerai à partir. » Mais même en murmurant ces menaces, il savait que c'était un mensonge. Il ne pouvait chasser personne. Il était prisonnier de son propre corps, dépendant de la volonté des autres. Et cette prise de conscience était plus amère que l'absinthe. Dehors, le vent hurlait, projetant des poignées de neige contre la vitre, comme si la nature elle-même tentait de l'atteindre, de lui rappeler le monde qu'il avait perdu. Mais Lucas ne fit que s'envelopper plus étroitement dans son plaid, s'isolant des bruits de la tempête, et plongea dans une torpeur lourde et sans joie, attendant le retour de son père comme une sentence, ignorant que le destin se précipitait déjà vers lui sur la route enneigée, et que la cicatrice du passé, qu'il chérissait si soigneusement, allait bientôt se remettre à saigner, pour enfin guérir véritablement. Le bruit de la porte d'entrée, qui retentit à travers le hurlement du vent, déchira le silence de la maison comme un coup de feu. Il fit sursauter Lucas dans son fauteuil, qui se tassa instinctivement contre le dossier,
comme pour tenter de fusionner avec lui et de devenir invisible. Il entendit dans l'entrée le bruit de bottes lourdes frappant le sol pour faire tomber la neige collée. Il entendit le grognement familier de son père, mêlé à une respiration lourde et saccadée. Mais ensuite, à son grand effroi, il perçut d'autres bruits. Des pas étrangers, plus légers mais assurés, et un étrange cliquetis rythmé de griffes sur le carrelage. Un son qui le transporta instantanément 3 ans en arrière, dans la cabane de garde forestier. Il l'a fait, traversa l'esprit de Lucas avec une clarté froide qui fit tout s'effondrer en lui. Il a ramené la bête. La colère, chaude et suffocante, monta du fond de son âme, chassant l'apathie. Lucas fit pivoter brusquement son fauteuil vers la porte de sa chambre, prêt à se défendre, prêt à crier, à les chasser, à protéger son territoire de l'invasion. Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge lorsque la porte de sa chambre s'entr'ouvrit et que Jean apparut sur le seuil. Le vieil homme avait l'air coupable et trempé jusqu'aux os. De l'eau fondue gouttait de sa barbe grise, et dans ses yeux on lisait une supplication mêlée à la peur de la réaction de son fils. « Lucas, mon fils !» commença-t-il, et sa voix tremblait, de froid ou d'émotion. « Ne te fâche pas. Écoute-moi. C'est un véritable enfer dehors. Les routes sont bloquées. On ne voit rien. » Lucas voulut l'interrompre, lui dire qu'il se fichait du temps. Mais c'est alors que, de derrière son père, sortit une femme qu'il n'avait jamais vue. Sa présence le fit taire. C'était Sandrine. Et même dans la faible lumière du couloir, elle semblait être une figure monumentale. Ayant retiré son volumineux anorak, elle était vêtue d'un épais pull de laine à grosses mailles et d'un pantalon de treillis, qui soulignait son dos droit et inflexible. Son visage, encadré par des mèches grisonnantes échappées de son chignon, était rougi par le gel, mais ses yeux, des yeux gris et attentifs, regardaient Lucas non pas avec la pitié qu'il haïssait tant, mais avec une dignité calme, comme on regarde un égal. « Bonsoir, Lucas, dit-elle d'une voix habituée à couvrir le bruit du vent, mais qui sonnait maintenant douce et ferme à la fois. Excusez-moi pour cette intrusion. Je suis Sandrine Leclerc, du refuge. Ma voiture. Le chauffage a rendu l'âme à mi-chemin, et les essuie-glaces ont gelé. Votre père a eu la gentillesse de me proposer d'attendre la fin de la tempête chez vous, le temps que les chasse-neige dégagent la route. Je n'aurais pas osé vous déranger, mais j'ai un animal avec moi, et je ne peux pas le laisser dans une fourgonnette glaciale. » C'était un mensonge habile et nécessaire, dont ils avaient convenu avec Jean dans la voiture. Mais Lucas, pris au dépourvu par la présence de cette femme inconnue et son ton poli, ne put déceler immédiatement la supercherie. Il avait été élevé dans le respect des aînés, et chasser une femme en pleine tempête, même si elle avait amené avec elle son pire cauchemar, il ne le pouvait pas. Ce serait trahir les principes mêmes d'honneur qu'il conservait encore au plus profond de lui. « Un animal ?» répéta Lucas, et sa voix grinça comme une charnière mal huilée. Il serra les accoudoirs si fort que ses jointures blanchirent. « Où est-il » Sandrine ne répondit pas par des mots. Elle fit simplement un pas de côté et tira légèrement sur la laisse en cuir qu'elle tenait à la main. Et de l'ombre du couloir, comme matérialisé des ténèbres mêmes, il apparut, Rock. La bête était énorme, bien plus grande qu'un berger allemand ordinaire. Le sang de ses ancêtres sauvages coulait manifestement dans ses veines. C'était un chien-loup, un hybride de loup et de chien, une créature incarnant la puissance sauvage de la forêt des Vosges et la loyauté du foyer domestique. Sa fourrure épaisse avait une couleur complexe, un sous-poil gris argenté se transformait en pointe de poils de garde noir de jet sur son dos, créant un effet de manteau. Sur sa poitrine puissante, une tache blanche ressemblait à une étoile. Il avait une large tête avec un front haut et des oreilles triangulaires, dressées et attentives, qui étaient maintenant légèrement écartées, exprimant la méfiance, mais pas l'agressivité. Mais le plus saisissant, c'étaient ses yeux. Non pas bruns, comme ceux des chiens, mais d'un ambre clair, presque jaune, des yeux de prédateurs anciens, dans lesquels brillait une intelligence qui transcendait les instincts animaux. Ses yeux fixaient Lucas, sans ciller, sans détourner le regard, l'étudiant avec une perspicacité effrayante. Sur le museau de la bête, traversant sa face de l'œil gauche au nez, une vieille cicatrice blanche se dessinait, trace d'un coup de pelle qu'il avait reçu dans une vie antérieure, avant d'arriver chez Sandrine. Et cette cicatrice donnait à son apparence la sévérité d'un guerrier chevronné. Rock n'était pas un jeune chiot. Il avait environ 5 ans, l'âge de la force. Mais dans sa posture, on sentait le poids d'une expérience vécue. Il se déplaçait avec fluidité, sans bruit.
Ses pattes massives se posaient doucement, et malgré sa taille, il ne semblait pas maladroit dans l'espace exigu de la maison. Lucas cessa de respirer. Le temps pour lui s'arrêta, se contractant en un seul point de peur. Devant lui se tenait le fantôme de Gris, seulement plus grand, plus sombre et plus effrayant. Il attendait le grognement, s'attendait à ce que la bête montre les crocs et se jette sur lui, comme dans ce cauchemar sur la pente. Mais Rock n'émit aucun son. Il se contentait de rester là, humant l'air, analysant les odeurs de cette maison, l'odeur de la poussière, des vieux livres, des médicaments, et surtout, l'odeur âcre et chimique de la peur émanant de l'homme dans le fauteuil. Rock connaissait cette odeur. Il l'avait déjà sentie chez d'autres humains que la vie avait acculés. Et sa réaction à la peur était atypique pour un prédateur. Au lieu d'attaquer le faible, il ressentait une étrange attraction, presque magnétique, le poussant à le protéger. Il fit un pas en avant, tendant la laisse, mais pas par une secousse, par un mouvement fluide, comme pour demander la permission d'approcher. « Sortez-le », expira Lucas, reculant si brusquement qu'il faillit renverser son fauteuil. Son visage était devenu blanc comme un linge. « Sortez ce monstre, dehors, loin d'ici !» Son cri se mua en un glapissement de panique totale, cette même panique qui le réveillait en sueur la nuit. Jean se précipita vers son fils, tendant les bras, mais Sandrine l'arrêta d'un geste. Elle raccourcit calmement la laisse, sans mouvement brusque, forçant Rock à s'asseoir à ses pieds. Le chien obéit instantanément, s'asseyant avec la grâce d'un sphinx, mais il continuait de fixer Lucas. Et dans son regard, il n'y avait aucune menace, seulement une curiosité calme et studieuse, mêlée à quelque chose qui ressemblait à de la reconnaissance. « Ce n'est pas un monstre, Lucas, » dit doucement Sandrine, regardant le jeune homme droit dans les yeux. Sa voix était égale, comme la surface d'un lac, apaisant les vagues de son hystérie. « Il s'appelle Rock, et il ne vous fera aucun mal. Il sent simplement votre douleur. Les animaux ne nous jugent pas sur notre capacité à marcher ou non. Ils voient ce qu'il y a à l'intérieur. » Lucas respirait lourdement. Sa poitrine se soulevait de manière saccadée. Son cœur battait quelque part dans sa gorge, prêt à bondir. « Je me fiche de ce qu'il voit, » siffla-t-il, se sentant humilié par sa faiblesse devant ses témoins. « Enfermez-le. Je ne veux pas le voir. Emmenez-le dans la cuisine, dans la salle de bain, n'importe où, mais qu'il ne s'approche pas de moi. » Il fit pivoter brusquement son fauteuil, leur tournant le dos, pour marquer son aliénation, et roula vers le fond de la pièce, vers la fenêtre derrière laquelle la tempête faisait rage, comme pour y chercher le soutien des éléments. « D'accord, » dit Sandrine, et sa voix laissa transparaître un respect pour ses limites. « Nous resterons dans la cuisine. La porte de votre chambre se ferme ? » « Il n'y a pas de serrure, » grommela Lucas sans se retourner. « Mais s'il entre, je ne réponds plus de rien. » C'était une menace vaine, et tout le monde dans la pièce le savait. Que pouvait faire un homme paralysé contre un chien loup de 90 kilos? Mais Sandrine accepta de jouer le jeu. « Il n'entrera pas sans y être invité, » promit-elle. Jean et Sandrine sortirent, refermant la porte derrière eux, mais sans la claquer complètement, laissant une fente étroite à travers laquelle filtrait la lumière du couloir. Lucas se retrouva seul dans son obscurité habituelle. Mais maintenant, cette obscurité était différente. Elle était emplie de la présence d'un étranger. Il les entendait s'affairer dans la cuisine, entendait le sifflement de la bouilloire, les voix étouffées de son père et de l'invité. Mais son oui, aiguisé par la peur, isolait d'autres sons. Il entendait Rock marcher dans le couloir. Clic-clac, clac. Le bruit des griffes se rapprochait, puis s'éloignait, puis se rapprochait à nouveau. La bête étudiait le périmètre. Lucas restait immobile, serrant dans sa main un bout de crayon qu'il avait trouvé sur la table, comme si c'était une arme. Et soudain, les bruits de pas cessèrent, juste devant sa porte. Lucas retint son souffle, fixant la fente de lumière. En bas, dans cette bande lumineuse, une ombre apparut. Quelque chose bloquait la lumière. On entendit un lourd soupir, semblable à celui d'un humain, et le bruit d'un corps massif s'affaissant sur le sol. Froufrou. Rock s'était couché. Il s'était couché juste en travers du seuil, à l'extérieur de la pièce, mais tout contre la porte. Lucas le comprit avec une clarté effrayante. La bête n'était pas allée dans la cuisine, vers la chaleur et la nourriture. Il avait choisi l'endroit le plus inconfortable, balayé par les courants d'air, de la maison. Le couloir,
près de la porte de l'homme qui le haïssait. Pourquoi? Dans quel but? Les pensées tourbillonnaient dans la tête de Lucas. Il me guette. Il veut m'attaquer quand je dormirai. Ou alors? Il me garde. Cette pensée le terrifia encore plus. Un loup comme gardien. C'était impossible, absurde. Mais la respiration lourde de la bête derrière la porte était bien réelle. Lucas sentait cette odeur. L'odeur de la fourrure mouillée et de la forêt sauvage, qui s'infiltrait par la fente, remplissant l'air stérile de sa prison. Cette odeur réveillait en lui non seulement la peur, mais aussi une étrange et douloureuse nostalgie de l'époque où il faisait partie de ce monde sauvage. La tempête dehors redoubla de violence, le vent hurlait dans la ventilation, la lumière dans la pièce clignota et s'éteignit. L'électricité n'avait pas résisté à la furie des éléments, comme cela arrivait souvent dans les vieilles bâtisses de la région. La maison plongea dans les ténèbres. Maintenant, seule une fine porte en bois les séparait. D'un côté, un homme brisé, serrant un crayon dans sa main, de l'autre, une bête rejetée, qui avait volontairement pris son poste de sentinelle. Et dans cette obscurité, sur l'accompagnement de la tempête, commença leur première nuit sous le même toit. Une nuit qui devait être soit la fin, soit le début de quelque chose auquel Lucas ne pouvait pas encore donner de nom. L'obscurité qui s'abattit sur la maison après la coupure de courant n'était pas une simple absence de lumière. Elle semblait vivante, une substance dense et palpable qui remplit instantanément tous les recoins, se glissa sous les meubles et enveloppa Lucas d'un linceul collant et suffocant. Dehors, les éléments se déchaînaient. Le vent frappait la vitre avec la fureur d'une bête blessée. Et ce son, un hurlement prolongé et plaintif se transformant en sifflement, devint le catalyseur qui déclencha dans l'esprit de Lucas une réaction en chaîne de panique. Il n'était plus dans sa chambre à Annecy. Dans son imagination enflammée, les murs se dissolvaient, et il se retrouva de nouveau sur cette maudite pente, où un vent glacial le transperçait jusqu'aux os et où le ciel tournait dans un kaléidoscope fou avant que le monde ne s'effondre. La respiration de Lucas devint superficielle et rapide. Il happait l'air par la bouche, comme un poisson jeté sur la glace, mais l'oxygène manquait cruellement. Son cœur martelait ses côtes avec une telle force qu'il semblait sur le point de les briser de l'intérieur. Il essaya de trouver les roues de son fauteuil pour se déplacer, pour fuir les fantômes du passé, mais ses mains ne lui obéissaient pas. Ses doigts s'engourdirent, à cause du froid qui s'infiltrait par les fentes des vieilles fenêtres et de la peur qui paralysait sa volonté. Dans cette obscurité, chaque bruissement semblait une menace, chaque ombre un monstre. Et le plus effrayant était la conscience que juste derrière la porte, à quelques mètres de lui, se trouvait un véritable prédateur, une bête qui, Lucas en était convaincu, n'attendait que le bon moment pour achever ce que Gris avait commencé 3 ans plus tôt. De la lumière. Il me faut de la lumière, croassa-t-il, et sa propre voix lui parut étrangère, un couinement pathétique. Il se souvint que quelque part sur la commode, parmi un tas de vieux magazines et de médicaments non rangés, se trouvait une lampe de poche, une vieille dynamo que son père lui avait offerte dans son enfance. Lucas se jeta en avant, oubliant que son corps ne lui obéissait plus comme avant. Il tendit la main dans le noir, mais calcula mal la distance. La roue de son fauteuil buta sur le bord du tapis. Le centre de gravité se déplaça, et Lucas, sans même avoir le temps de crier, bascula. Le choc fut sourd et douloureux. Il se cogna l'épaule et la hanche, mais la douleur dans ses jambes, comme toujours, il ne la sentit pas. Seulement une secousse sourde du torse et la conscience humiliante de son impuissance. Il se retrouva par terre, empêtré dans son plaid, le visage dans la laine poussiéreuse du tapis, aussi démuni qu'une tortue renversée. Il tenta de se hisser sur les coudes, mais la faiblesse, causée par des années d'inactivité et une crise de panique aiguë, le cloua au sol. « Papa » voulut-il crier, mais de sa gorge ne sortit qu'un gémissement étranglé. Il gisait dans le noir, écoutant le vent dehors rire de sa misère, et des larmes de rage impuissantes coulèrent sur ses joues, se mêlant à la poussière. À cet instant, il se détestait plus que jamais. Il détestait ses jambes mortes, sa peur, sa vie transformée en une attente infinie de la fin. Dans le couloir, en entendant le bruit sourd de la chute, Jean sursauta, manquant de laisser tomber la bougie qu'il venait d'allumer de ses mains tremblantes. « Lucas » expira-t-il, son visage déformé par l'horreur. Il se précipita vers la porte de la chambre de son fils, prêt à la défoncer s'il le fallait, prêt à le relever, le consoler, le protéger de tous les démons du monde. Mais une main ferme se posa sur son épaule, le retenant sur place avec une force qu'il n'attendait pas d'une femme.
C'était Sandrine. À la lueur vacillante de la bougie, son visage semblait sculpté dans la pierre, sévère et inflexible. « Attendez, Jean !» dit-elle dans un murmure qui était plus fort qu'un cri. « Lâchez-moi. » Il est tombé. « Vous n'avez pas entendu ?» siffla Jean en essayant de se dégager. Des larmes perlaient dans ses yeux. « J'ai entendu, » répondit calmement Sandrine, sans desserrer les doigts. « Et Roch a entendu aussi. Regardez-le. » Jean baissa les yeux. Roch, qui jusqu'alors était resté immobile comme une statue, se tenait maintenant devant la porte, tendu comme une corde. Ses oreilles étaient plaquées contre sa tête, sa queue tendue, et ses narines humaient avidement l'air qui s'infiltrait sous la porte. Il ne grognait pas, ne grattait pas. Il écoutait. « Si vous vous précipitez là-dedans avec votre peur et votre pitié, vous ne ferez que confirmer sa conviction qu'il est impuissant, » continua Sandrine, regardant le vieil homme droit dans les yeux. « Vous le sauvez depuis 3 ans, Jean, et regardez où cela vous a mené. Donnez-lui une chance de se sauver lui-même. Ou donnez une chance à celui qui peut vraiment l'aider. »« Vous êtes folle, » murmura Jean, mais il cessa de se débattre. Ses épaules s'affaissèrent sous le poids de sa justesse. Il est là-dedans, seul dans le noir. Avec un loup. Il n'est pas seul, trancha Sandrine. Et à ce moment-là, Roch se mit à agir. Il ne se mit pas à aboyer ni à hurler. Il s'approcha tout contre la porte, baissa sa tête massive et, en glissant son nez sous le bord de la porte mal fermée, la poussa. Les vieilles charnières grincèrent, et la porte, non verrouillée, céda, s'ouvrant lentement, comme si elle laissait entrer à contre-cœur un étranger dans le sanctuaire de la douleur. Roch se figea sur le seuil. Sa silhouette se découpait en une masse noire sur le fond de la faible lueur de la bougie du couloir. Lucas, allongé sur le sol, entendit le grincement et se figea. Il tourna la tête et vit 2 points lumineux. Les yeux de la bête, reflétant la maigre lumière. Une terreur froide et visqueuse paralysa définitivement ses membres. Ça y est, pensa-t-il avec une clarté étrange et détachée. Il est venu m'achever, comme l'autre. Il ferma les yeux très fort, attendant la douleur, attendant les crocs sur sa gorge, se préparant à une mort qui lui semblait être une délivrance. Mais la mort ne vint pas. Au lieu de cela, il entendit le léger cliquetis des griffes sur le parquet. Clic, clac, clac. La bête approchait. Roch entra dans la pièce, le nez rempli d'une odeur d'adrénaline si épaisse qu'il pouvait presque la goûter sur sa langue. Mais sous cette odeur de peur, il sentait autre chose. L'odeur du froid émanant de l'homme au sol, et l'odeur d'une angoisse profonde et ancienne, la même que celle qu'il avait lui-même ressentie, assis dans sa cage au refuge. Roch ne voyait pas un ennemi devant lui. Il ne voyait pas un maître. Son instinct ancestral, affiné par des millénaires d'évolution de prédateurs de meute, lui dictait la seule bonne décision. Devant lui gisait un membre de la meute, un louveteau blessé, faible, tombé, qui gelait et qu'il fallait réchauffer, sinon il périrait. Et la loi de la meute dit, on n'abandonne pas les siens. Roch s'approcha du visage de Lucas. Le jeune homme sentit une haleine chaude et humide sur sa joue, une odeur de viande crue, et se recroquevilla, s'attendant à une morsure. Mais une langue rêche ne fit que lécher brièvement et pragmatiquement sa tempe, comme pour vérifier sa température. Puis se produisit ce que Lucas n'aurait jamais pu prévoir, même dans ses fantasmes les plus fous. Roch n'attaqua pas. Il contourna Lucas, enjambant avec précaution ses jambes inertes de ses énormes pattes, en veillant à ne pas marcher dessus, à ne pas lui faire de mal. Il fit un cercle, piétinant une herbe invisible, comme le font les loups dans la forêt en choisissant un endroit pour dormir, et, avec un lourd soupir, il se coucha. Il ne se coucha pas à côté, mais tout contre, pressant son flanc chaud et puissant contre le dos de Lucas, et posa sa tête lourde aux yeux ambrés intelligents directement sur l'épaule du jeune homme, couvrant son cou d'une fourrure épaisse et chaude, comme un col. Lucas suffoqua de surprise. Le poids de la bête était palpable, lourd, mais ce n'était pas le poids oppressant d'une pierre, mais le poids vivant et palpitant de la vie. La chaleur qui émanait de Roch était incroyable. C'était un véritable poêle, un feu vivant qui commençait à percer à travers les couches de vêtements, à travers la peau, pénétrant dans les recoins les plus gelés de l'âme de Lucas. Roch commença à respirer profondément et régulièrement, et sa cage thoracique se soulevait et s'abaissait en rythme, transmettant ce rythme à Lucas, forçant son propre cœur, qui battait dans un galop de panique, à ralentir, à s'adapter à ce rythme calme et assuré. Lucas resta allongé, craignant de bouger,
craignant de rompre cette étrange trêve, et sentit le tremblement de son corps s'apaiser progressivement. Il ouvrit les yeux. L'obscurité n'avait pas disparu. La tempête dehors continuait de hurler, mais maintenant, ce hurlement était quelque part au loin, derrière les murs d'une forteresse que la bête avait érigée autour de lui. La fourrure de Roc lui chatouillait la joue. L'odeur de chien et de forêt, qui lui avait semblé repoussante auparavant, était maintenant devenue une odeur de sécurité. C'était si étrange, si illogique, que le cerveau de Lucas refusait de le traiter. Le tueur était devenu un protecteur. Le cauchemar était devenu un refuge. Roc restait immobile. Seule son oreille tressaillait parfois à une rafale de vent particulièrement violente, montrant qu'il était de garde, qu'il veillait pendant que son protégé était sans défense. « Pourquoi » demanda silencieusement Lucas à l'obscurité, sentant les larmes lui monter à nouveau aux yeux. Mais c'était maintenant d'autres larmes, pas de rage, mais d'un soulagement inconnu. « Pourquoi ne m'as-tu pas tué ? Pourquoi me réchauffes-tu » Roc, comme s'il avait entendu ses pensées, émit un son guttural et bas, quelque chose entre un soupir et un grognement, et se serra un peu plus contre le dos de l'homme, le coupant définitivement du froid du sol. Dans le couloir, Jean glissa le long du mur et s'assit par terre, le visage dans les mains. Il ne voyait pas ce qui se passait dans la chambre, mais il entendait. Il entendit les sanglots de son fils s'apaiser, sa respiration se régulariser, et il comprit qu'un miracle s'était produit, un miracle qu'il ne méritait pas, mais que le destin leur avait offert sous les traits de cette femme sévère et de sa bête. Sandrine se tenait à côté, ayant éteint la bougie, car la lumière n'était plus nécessaire. La vraie lumière s'était allumée là, dans le noir, où deux solitudes s'étaient trouvées. Elle savait que ce n'était que le début, que le matin apporterait des questions, des peurs, et peut-être un rejet. Mais cette nuit, il la surmonterait. Roc avait fait son choix. Il avait accepté la meute, et maintenant, rien, ni la tempête, ni la bêtise humaine, ne pourrait rompre ce lien, forgé dans le froid et l'obscurité d'une nuit alpine. Lucas, réchauffé par une chaleur vivante, sentit pour la première fois en 3 ans ses paupières s'alourdir, non pas de lassitude de la vie, mais d'un simple et sain désir de sommeil. Il ferma les yeux, et la dernière chose qu'il sentit avant de sombrer dans un sommeil sans rêve fut le battement d'un autre cœur, puissant et régulier, battant à l'unisson du sien, juste derrière son dos. Le matin, qui succéda au blizzard nocturne, fit irruption à Annecy non pas comme un invité timide, mais comme un maître des lieux, inondant les rues enneigées d'une lumière éblouissante et crue, qui se reflétait sur des millions de cristaux de glace, transformant la ville en un étincelant palais de la Reine des Neiges. La tempête, ayant épuisé sa fureur, était partie vers le nord, laissant derrière elle des congères jusqu'à la taille et un ciel d'un bleu si perçant qu'on n'en voit en Savoie qu'en février, lorsque le gel atteint son paroxysme mais que l'air commence déjà à se charger du parfum à peine perceptible et fantomatique du printemps à venir. Dans la maison des Dubois, cependant, régnait une pénombre, car les lourds rideaux de la chambre de Lucas restaient obstinément tirés, protégeant le repos de ses habitants de l'intrusion du monde extérieur. Jean fut le premier à se réveiller. Il se retrouva assis sur une chaise dure dans le couloir, le cou raide et le dos engourdi, là où il s'était installé au petit matin, craignant de s'éloigner de la porte de son fils. Le vieil homme se frotta les yeux, sentant du sable sous ses paupières, et tendit l'oreille. Le silence régnait dans la maison, mais ce n'était pas le silence mort et oppressant auquel il s'était habitué ces 3 dernières années, mais un silence différent, vivant, empli d'une respiration calme. Il se leva avec difficulté. Ses articulations craquèrent, protestant contre la posture inconfortable, et sur la pointe des pieds, en essayant de ne pas faire grincer le parquet desséché, il s'approcha de la porte entr'ouverte de la chambre de Lucas, prêt à tout, aux cris, aux accusations, à une crise de nerfs, mais pas à ce qui s'offrit à ses yeux. La scène qui se présenta à Jean était si irréelle, si en décalage avec le cours habituel de leur vie endeuillée, qu'il dut s'agripper au chambranle de la porte pour ne pas tomber. Sur le sol, au milieu du plaid en boule, dormait Lucas. L'homme qui, pendant des années, avait fui tout contact, toute proximité, dormait d'un sommeil profond et serein, un sommeil que son père ne lui avait pas vu depuis ce maudit accident. Son visage était détendu, la ride entre ses sourcils s'était lissée, et ses lèvres étaient légèrement entr'ouvertes. Mais le plus stupéfiant n'était pas cela, mais ce sur quoi reposait sa tête. En guise d'oreiller, Lucas utilisait le flanc de l'énorme bête. Roc, enroulé en boule, occupait une bonne moitié de l'espace libre au sol. Son corps puissant servait de barrière vivante et chaude entre le sol froid et l'homme fragile, et sa queue touffue était jetée sur les jambes de Lucas, comme une couverture de fourrure. La bête ne dormait pas.
dès que l'ombre de Jean se projeta sur le seuil, l'œil ambré de Roch s'ouvrit, fixant sur le vieil homme un regard attentif et prévenant, dans lequel il n'y avait aucune menace, mais un message clair, ne le réveille pas. Pas maintenant. Jean se figea, n'osant plus respirer. Des larmes, chaudes et importunes, lui montèrent à nouveau à la gorge. Mais cette fois, c'étaient des larmes d'admiration devant la sagesse de la nature, qui avait réussi en une seule nuit ce que les médecins et les psychologues n'avaient pu accomplir en des années. À ce moment, Lucas bougea. Le sommeil commença à se dissiper, et la conscience lui revint lentement, comme s'il remontait des profondeurs d'un lac sombre et chaud. La première chose qu'il sentit ne fut pas l'engourdissement et le froid habituel dans ses jambes, mais une étrange chaleur vibrante qui l'enveloppait de toutes parts, pénétrant jusqu'aux os. Il prit une profonde inspiration, et ses narines furent chatouillées par une odeur. Pas l'odeur de poussière et de médicaments, mais l'odeur épaisse et musquée de la fourrure, des conifères et de la bête sauvage. La mémoire, vive et impitoyable, revint instantanément. La tempête, la chute, l'obscurité, l'arrivée du loup. Lucas ouvrit brusquement les yeux, et son corps se tendit instinctivement, prêt à se défendre. Juste devant son visage, si près qu'il pouvait distinguer chaque poil, il y avait de la fourrure grise. Il était allongé sur la bête. Il avait dormi avec le monstre. La panique, un serpent froid, s'agita dans son ventre, et Lucas sursauta, essayant de ramper en arrière, de repousser ce monstre vivant. « Va-t'en » expira-t-il d'une voix rauque, s'appuyant de ses paumes sur le tapis rêche, essayant de tirer en arrière son corps désobéissant. Mais Roch ne bougea pas. Il se contenta de lever lentement sa tête massive, bâilla paresseusement, dévoilant une rangée d'impressionnants crocs blancs, et regarda Lucas avec une expression de calme absolu, frôlant l'indifférence. Dans ce regard, il n'y avait pas d'agressivité, pas cette fureur démente dont Lucas se souvenait chez Gris. C'était le regard d'une créature qui venait de se réveiller et qui ne comprenait pas pourquoi on faisait tant de bruit. Roch s'étira, cambrant le dos, et ses muscles roulèrent sous sa peau comme des câbles d'acier, démontrant une puissance latente. Mais au lieu d'attaquer, il reposa sa tête sur ses pattes et émit un son bas et grondant, semblable à un gémissement. Comme pour dire, continue de dormir, stupide humain, il est encore trop tôt. Ce calme de la bête déconcerta Lucas, désarma sa peur plus rapidement que n'importe quel mot. Il se figea, appuyé sur ses coudes, et regarda le chien-loup. À la lumière du matin qui filtrait par la fente des rideaux, la cicatrice sur le nez de Roch ressemblait à une ligne de craie blanche sur un tableau noir. « Tu es réel » murmura Lucas, et sa main, une main tremblante et faible, se tendit d'elle-même. C'était un mouvement dicté non pas par la raison, mais par cet instinct oublié, refoulé, de garde forestier qui avait autrefois vécu dans la nature et comprenait le langage des bêtes. Les doigts de Lucas s'immobilisèrent à 1 centimètre de l'oreille de Roch. La raison criait, ne le touche pas, il va t'arracher la main. Mais le cœur chuchotait, il t'a sauvé du froid. Lucas surmonta la dernière barrière de la peur et toucha la fourrure. Elle était rêche au toucher, bien plus rude qu'il ne s'en souvenait. Mais sous ce poil de garde dur se cachait un sous-poil doux et dense, conservant une chaleur incroyable. Roch ne recula pas, ne gronda pas. Il tourna simplement légèrement la tête, présentant son oreille à la caresse hésitante, et ferma les yeux. Dans ce simple geste de confiance, il y avait tant de puissance que Lucas en eut le souffle coupé. Il se souvint comment il grattait autrefois derrière l'oreille de Gris, et la douleur de la perte le transperça. Mais maintenant, à cette douleur se mêlait quelque chose de nouveau. L'étonnement. « Tu n'es pas lui » murmura Lucas, caressant la bête. Ses doigts s'en mêlaient dans l'épaisse crinière. « Tu es différent. Pourquoi ne m'as-tu pas tué ? Je sens la peur. Je suis pathétique. » Parce que pour lui, tu n'es ni un maître ni un ennemi, retentit une voix douce depuis la porte. Lucas sursauta et leva la tête. Sandrine se tenait là. Elle avait l'air fraîche malgré une nuit passée sur un fauteuil, ses cheveux de nouveau rassemblés en un chignon serré, et elle tenait 2 tasses de thé fumant. Elle n'entra pas dans la pièce, restant sur le seuil, respectant la fragilité du moment. Pour Roch, tu es un louveteau, continua-t-elle, prenant une gorgée de thé et les regardant par-dessus sa tasse. Une meute de loups est cruelle envers les étrangers, mais elle protège ses faibles. Il a senti que tu étais blessé, que tu gelais. Son instinct de nourricier est plus fort que son instinct de chasseur. Pour lui, tu es maintenant un membre de la meute aux pattes cassées,
qu'il faut réchauffer jusqu'à ce qu'il puisse courir à nouveau. Ces mots heurtèrent l'amour-propre de Lucas. Mais en même temps, ils apportèrent un étrange soulagement. Être un louveteau. Être sous protection. Cela le déchargeait du fardeau de la responsabilité, du fardeau de devoir être un homme fort, ce qu'il ne pouvait plus être. Il regarda ses jambes immobiles, couvertes par la queue de Roc. « Je ne pourrai jamais courir, dit-il amèrement, en détournant les yeux. Roc ne le sait pas, rétorqua Sandrine, posant une tasse par terre et la poussant vers Lucas. Et peut-être qu'il s'en fiche. Les loups vivent dans l'instant présent. En ce moment, tu es vivant, tu es au chaud, et c'est la seule chose qui compte. Roc, comme pour confirmer ses paroles, leva soudain la tête, se pencha vers le visage de Lucas et, avant que celui-ci ait pu reculer, lui lécha la joue, un coup de langue large, humide et rêche. Ce n'était pas un baiser de dévotion, c'était une toilette. Burke, fit Lucas en grimaçant, s'essuyant la joue avec son épaule. Mais il n'y avait pas de colère dans sa voix. Pour la première fois en 3 ans, un semblant de sourire apparut sur ses lèvres, faible, tordu, mais réel. Il a une haleine de viande crue, se plaignit-il, mais il ne retira pas sa main du cou de la bête. Jean, qui observait la scène derrière Sandrine, sentit la pierre qui pesait sur son cœur depuis toutes ces années commencer à se fissurer. Il voyait son fils non pas comme un invalide enterré vivant, mais comme un homme qui reprenait contact avec le monde, même si c'était à travers une odeur de chien et une truffe humide. « Je vais t'aider à te relever, » dit Jean en faisant un pas dans la pièce. Sa voix était pleine de résolution, mais Lucas secoua la tête. « Non, papa, attends. » Il regarda Roc, qui avait maintenant posé sa tête sur ses genoux, les écrasant de son poids. « Donne-moi. Donne-moi encore une minute. Je ne sens pas mes jambes, tu sais, mais je sens son poids. C'est étrange. Je sens où sont mes jambes parce qu'il est couché dessus. C'est comme si le contour était revenu. C'était un petit miracle de proprioception, le miracle du retour de la sensation des limites de son propre corps par le contact avec un autre être vivant. Lucas ferma les yeux, se concentrant sur cette sensation de pression, essayant de la mémoriser, de l'absorber. Le silence dans la pièce devint épais et visqueux comme du miel. C'était un silence de guérison, dans lequel les mots n'étaient pas nécessaires, les justifications non plus. Roc se mit à renifler doucement, replongeant dans un demi-sommeil, faisant entièrement confiance aux humains qui l'entouraient. Et cette confiance devint la première pierre de la fondation d'une nouvelle vie qu'ils allaient tous devoir construire. Un rayon de soleil, perçant à travers la fente des rideaux, tomba sur le sol, illuminant les grains de poussière qui dansaient dans l'air, et toucha la main de Lucas, posée sur la fourrure grise. Le monde dehors se réveillait. Annecy commençait à bourdonner, mettant en marche ses mécanismes. Mais ici, dans cette petite chambre en périphérie, le temps s'écoulait selon ses propres lois, les lois de la meute, où la force ne se mesure pas à la capacité de marcher, mais à la capacité de sentir la chaleur d'un autre à ses côtés. Lucas ouvrit les yeux et regarda son père, puis Sandrine. Dans son regard, il y avait encore de la douleur, encore la peur de l'avenir, mais le vide glacial qui effrayait tant Jean avait disparu. « Il ronfle », dit soudain Lucas en désignant Roc d'un signe de tête. Jean laissa échapper un rire nerveux qui se transforma en sanglots. Comme un tracteur, acquiesça-t-il en s'essuyant les yeux avec sa manche. Bon. Lucas prit une profonde inspiration, prenant une décision qui ne lui fut pas facile. Laissez-le rester. Jusqu'à ce que les routes soient dégagées. Mais seulement jusque-là. C'était une concession, une petite victoire de la vie sur la mort. Et Sandrine, la femme sage des montagnes, ne fit qu'un imperceptible signe de tête, sachant que les routes vers le cœur sont parfois bien plus longues à dégager que les congères sur une nationale. Mais le premier col, il l'avait déjà franchi. Vers le milieu de la journée, alors que le soleil atteignait son zénith, transformant les étendues enneigées autour d'Annecy en une mer blanche éblouissante, le son que Lucas redoutait en vain enfin troublait la fragile idylle de leur trêve matinale. C'était le grondement grave et sourd des chasse-neige, se frayant un chemin à travers les congères sur la route principale. Leurs gyrophares jaunes se reflétaient sur les vitres des fenêtres comme des signaux d'alarme, annonçant que le temps de l'isolement était terminé et que le monde réel frappait à nouveau à la porte. Sandrine Leclerc, la femme qui en une seule journée avait réussi à bouleverser le quotidien de la Maison du Bois, commença à se préparer. Elle le fit sans hâte, avec la précision militaire qui la caractérisait, rangeant soigneusement ses affaires dans un sac à dos de randonnée.
Mais dans chacun de ses mouvements, dans la façon dont son regard s'attardait sur Roch endormi au pied de Lucas, transparaissait une intention cachée. Elle enfila son volumineux anorak, serra les lacets de ses grosses chaussures et s'approcha de Lucas, qui était assis dans son fauteuil, froissant nerveusement le bord de son plaid. « Les routes sont ouvertes, Lucas, dit-elle. Sa voix était neutre, comme si elle annonçait la météo et non un verdict. Il est temps pour moi de retourner au refuge. Les animaux là-bas doivent être nourris. Roch. Je vais le reprendre, comme convenu. Lucas tressaillit. Ses doigts se desserrèrent, lâchant le tissu du plaid. Il savait que ce moment viendrait. Il avait lui-même posé cette condition. Mais maintenant que l'énorme chien gris était couché à côté, réchauffant ses jambes de sa chaleur, les mots de séparation semblaient une trahison, non moins amère que celle qu'il avait subie 3 ans plus tôt. Il regarda Roch, mais la bête ne bougea même pas. Il se contenta de soupirer profondément dans son sommeil, comme s'il savait quelque chose que les humains ignoraient. Oui, répondit sourdement Lucas, sans regarder Sandrine. Un accord est un accord. Reprenez-le. Sandrine hocha la tête, mais ne fit aucune tentative pour prendre la laisse. Au lieu de cela, elle s'approcha du vieil établi en chêne dans le salon, où Jean réparait habituellement ses horloges, et, comme par inadvertance, posa sur le bord une chemise cartonnée usée, nouée par un ruban délavé. « J'ai failli oublier, dit-elle, s'adressant plutôt à Jean, qui se tenait dans l'encadrement de la porte de la cuisine, désemparé et abattu. Ce sont de vieux papiers. Je les ai trouvés dans les archives du parc national, en cherchant des documents pour le refuge. On y mentionne votre cas, Lucas. J'ai pensé que ça pourrait peut-être vous intéresser. Mais si ce n'est pas le cas, jetez-les. Ce n'est que de la paperasse. » Elle prononça ces mots avec une telle négligence feinte, une telle indifférence artificielle, que seul un observateur très attentif aurait pu remarquer l'éclat malicieux dans ses yeux gris. L'éclat d'une vieille renarde qui pose un piège, sachant que la proie ne pourra pas l'éviter. Elle siffla Roch, brièvement et sèchement. Le chien se leva à contre-cœur, s'étira, griffant le parquet de ses ergots, et s'approcha de sa maîtresse. Mais avant de sortir, il se retourna vers Lucas. Dans ce regard, il n'y avait pas de reproche, seulement une attente calme. La porte se referma, et le silence régna de nouveau dans la maison, mais maintenant il était vide, retentissant et froid, comme si on avait enlevé le poêle qui donnait de la chaleur. Lucas se retrouva seul face à se vider à la chemise posée sur la table, comme une mine non explosée. Jean tournait en rond autour de la table, comme un chat autour d'un pot de lait chaud. Il jetait des regards obliques sur la chemise, prenait en main des tournevis d'horloger et les reposait aussitôt, incapable de se concentrer sur son travail. « Qu'est-ce que c'est, papa ?» demanda finalement Lucas depuis sa chambre. Sa voix était cassante, tendue. Il sentait lui aussi l'attraction de cet objet, de cet artefact en papier du passé qu'il avait si assidûment tenté d'enterrer. « Je ne sais pas, mon fils, répondit honnêtement Jean, s'arrêtant et tendant la main vers le ruban. Sandrine a dit que ça venait des archives. Peut-être qu'il faudrait lire. Si jamais il y avait quelque chose d'important. Il n'y a rien d'important, trancha Lucas, s'approchant de l'encadrement de la porte dans son fauteuil. Les roues grincèrent, trahissant son agitation. Ce sont des mensonges. Les rapports des bureaucrates. Accident du travail. Je connais ça par cœur. Jette-la. Mais Jean n'écouta pas. L'entêtement s'éveilla en lui, cet entêtement silencieux mais indestructible qui lui permettait de passer des heures penché sur le minuscule mécanisme d'une horloge, jusqu'à ce que chaque rouage soit à sa place. Il défit le ruban. La chemise s'ouvrit, exhalant une odeur de vieux papier et de poussière d'archives. À l'intérieur se trouvaient quelques feuilles jaunies avec un texte tapé à la machine, où la lettre « E » était défaillante et s'imprimait plus grassement que les autres, et quelques photographies en noir et blanc attachées avec des trombones. C'est un protocole complémentaire d'examen des lieux, lut lentement Jean, plissant les yeux sans ses lunettes. Ses doigts tremblaient en feuilletant les pages. Daté de 2 semaines après le jour J. Signé par l'enquêteur Crivelin. Tu te souviens de Crivelin, Lucas? Ce type méticuleux qui a tout mesuré au décamètre. Lucas se taisait, mais il s'en souvenait. Il se souvenait de l'enquêteur qui était venu le voir à l'hôpital, mais qui l'avait chassé, refusant de témoigner. Lis, dit-il soudain, ne sachant pas lui-même pourquoi il le faisait,
comme si une force inconnue le poussait à connaître la vérité, aussi amère soit-elle. Jean se racla la gorge et commença à lire à voix haute. Sa voix résonnait sourdement dans la pièce vide. Lors de la seconde inspection du secteur numéro 47, dénommé le Doigt du Diable, effectuée après la fonte des neiges, une balle de calibre 7,62, provenant vraisemblablement d'une carabine de chasse, a été découverte. La balle a été extraite du tronc d'un pin, poussant au bord du précipice, à une hauteur de 175 cm du niveau du sol. Jean se tut, assimilant ce qu'il venait de lire, et regarda son fils. 175 cm, Lucas. C'est ta taille. C'est la hauteur de ta tête. Un silence lourd comme un nuage d'orage s'installa dans la pièce. Lucas sentit un frisson parcourir son dos. Mais ce n'était pas le froid d'un courant d'air, mais le souffle glacial de la mort qu'il avait frôlé 3 ans plus tôt. Continue de lire, murmura-t-il, s'agrippant aux accoudoirs de son fauteuil si fort que ses doigts blanchirent. Jean tourna la page. Ses mains tremblaient de plus en plus. L'expertise balistique a montré que le tir a été effectué depuis la pente opposée, à une distance d'environ 300 mètres. Le vecteur de vol de la balle passait exactement par l'endroit où, d'après les traces dans la neige, se tenait la victime, Dubois, avant sa chute. Aucune trace de lutte au bord du précipice. On note des traces d'une poussée brusque. Jean déglutit. Sa gorge était sèche. Lucas, il est écrit, d'après la nature des empreintes de pattes et la position du corps de la victime au moment du début de la chute, l'animal, le loup, a effectué un saut non pas dans le but d'attaquer, mais dans le but de déplacer l'objet. L'impact a touché la cage thoracique de manière tangentielle, avec un vecteur de force dirigé à l'opposé de la trajectoire de la balle. Si le loup n'avait pas poussé la victime, la balle serait entrée dans la boîte crânienne. La mort aurait été instantanée. Lucas écoutait, et chaque mot de son père tombait dans sa conscience comme une pierre dans un puits profond, provoquant des ondes à la surface de sa mémoire. L'image du passé, qu'il avait conservée pendant 3 ans, commença à se désagréger et à se reconstituer. Il revoyait le rictus de Gris, mais maintenant, à la lumière de ces lignes sèches du protocole, il le voyait différemment. Ce n'était pas un rictus de fureur, c'était un rictus d'effort. Le loup, doté d'une ouïe des dizaines de fois plus fine que celle de l'homme, avait entendu le cliquetis de la culasse, avait entendu le sifflement de la balle une fraction de seconde avant qu'elle n'atteigne sa cible. Il ne pouvait pas crier « couche-toi ». Il n'avait qu'un seul moyen de sauver son humain, le faire tomber, le retirer de la ligne de feu, même au prix d'une blessure. Lucas se souvint de ce choc dans la poitrine. Il avait été puissant, lui coupant le souffle. Gris n'avait pas mordu. Il avait poussé. Il l'avait sauvé. Et Gris ? La voix de Lucas se brisa en un cri de désespoir total. Qu'est-ce qu'il y a sur Gris ? Où est-il ? Pourquoi n'est-il pas revenu me voir après ? Jean pâlit encore plus, arrivant au dernier paragraphe. Il ne voulait pas lire cela. Il voulait brûler cette page pour épargner à son fils une nouvelle douleur. Mais il comprenait que le mensonge par omission avait déjà détruit leur vie une fois. Le corps de l'animal a été retrouvé à 2 km du lieu de la chute de la victime, dans un ravin menant à une route forestière, lugeant d'une voix à peine audible. Les larmes tombaient directement sur le papier, faisant baver l'encre. L'animal présentait une blessure par balle transfixiante au flanc. D'après les traces de sang, la bête blessée a délibérément attiré les poursuivants, les braconniers, loin du lieu de chute du garde forestier. Il a fait des zigzags, s'est exposé sur des zones ouvertes, attirant l'attention sur lui, jusqu'à perdre trop de sang. La mort est survenue par hémorragie et hypothermie. Près du corps du loup, des douilles du même calibre ont été retrouvées. Le monde de Lucas s'effondra une seconde fois. Mais si la première fois il s'était effondré dans les ténèbres de la haine, cette fois, il s'effondra dans la lumière aveuglante de la vérité. Une lumière si vive qu'elle brûlait les yeux. Il se couvrit le visage de ses mains et hurla. Ce n'était pas un cri de douleur, c'était un hurlement terrible et viscéral de bête blessée, qui venait de comprendre qu'elle avait tué son sauveur par sa haine. Il avait maudit Gris pendant 3 ans. Il l'avait traité de traître. Et Gris, son frère, son ami, avait pris la balle qui lui était destinée, à lui, Lucas. Il l'avait poussé dans le ravin, lui brisant le dos, pour lui sauver la vie. Et ensuite, se vidant de son sang, le ventre perforé, il avait couru encore 2 kilomètres, éloignant les tueurs de son maître impuissant. Il était mort seul dans la neige,
sachant qu'il avait accompli son devoir, pendant que Lucas gisait dans une chambre d'hôpital chaude et apprenait à haïr. Mon Dieu, qu'ai-je fait? Sanglotait Lucas, se balançant d'avant en arrière dans son fauteuil. Les larmes coulaient entre ses doigts, tombaient sur ses genoux, sur ce même plaid qui portait encore l'odeur de roc. Je l'ai trahi. Ce n'est pas lui qui m'a trahi, c'est moi. Je ne lui ai même pas dit au revoir. Je ne l'ai même pas enterré. Jean jeta la chemise et se précipita vers son fils. Il l'entoura de ses bras, pressant son visage trempé de larmes contre sa poitrine, lui caressant le dos secoué de spasmes, comme s'il était un petit enfant. Tu ne savais pas, Lucas. Tu ne pouvais pas savoir, chuchotait le vieil homme, pleurant avec son fils. Personne ne nous a rien dit. Ils ont classé l'affaire pour ne pas avoir à s'occuper d'un dossier de braconnage non résolu. Nous étions aveugles, mon fils. Mais Lucas ne pouvait pas se calmer. La prise de conscience de sa culpabilité était insupportable. Elle le brûlait de l'intérieur, un feu de remords. Mais avec cette douleur vint aussi un autre sentiment. Un sentiment étrange et purificateur de libération. La haine qu'il avait rongée pendant 3 ans avait disparu. Le monde n'était plus un endroit où les amis trahissent. Le monde était redevenu un endroit où existe un amour absolu et sacrificiel. Un amour plus fort que la mort, plus fort que l'instinct de conservation. Gris l'avait aimé. Il l'avait aimé au point de donner sa vie pour lui. Et Rock qui était venu la veille, le savait aussi. Il avait senti ce vide dans le cœur de Lucas et avait essayé de le combler avec sa chaleur. Papa. Lucas leva son visage, rouge, enflé, mais dans ses yeux, pour la première fois en 3 ans, brûlait la vie. Une vie née de la douleur, mais une vie réelle. Où sont-ils? Où est Sandrine? Où est Rock? Jean regarda sa montre, désemparé. Ils sont partis il y a 20 minutes, peut-être une demi-heure. Elle a dit qu'elle passerait à la station-service à la sortie de la ville. Appelle-la, ordonna Lucas, et dans sa voix résonnèrent des notes de l'ancien garde forestier qui dirigeait des opérations de sauvetage. Appelle-la immédiatement. Dis-lui de revenir. Dis-lui que j'ai tout compris. Dis-lui que je ne le laisserai pas partir. Je ne le perdrai pas une seconde fois. Jean, fouillant dans ses poches, sortit d'une main tremblante son vieux téléphone à clapet. Les sonneries semblaient durer une éternité. Chaque sonnerie était comme un coup de marteau sur ses nerfs. Enfin, un déclic se fit entendre dans le combiné. « Allô, Jean ?» La voix de Sandrine était calme, mais on entendait en fond le bruit d'un moteur. « Sandrine ! Sandrine, arrêtez-vous !» cria Jean dans le téléphone. Il a lu. Lucas a lu la chemise. Il sait pour la balle, il sait pour Gris. Une pause s'installa à l'autre bout du fil, une longue et significative pause, où l'on n'entendait que le chuintement des pneus sur la neige fondue. Je savais qu'il comprendrait, dit enfin Sandrine, et un sourire chaleureux perça dans sa voix. Nous ne sommes pas loin, Jean. Nous sommes garés au coin de la rue, près de votre boulangerie. Rock a refusé d'aller plus loin. Il hurlait et grattait la portière jusqu'à ce que je m'arrête. Nous attendons. Lucas, entendant ces mots par le haut-parleur, ferma les yeux et s'adossa au dossier de son fauteuil. Un soupir, semblable à un gémissement de soulagement, s'échappa de sa poitrine. Rock avait senti. Même à distance, à travers les murs de briques et le bruit de la ville, la bête avait senti que le barrage avait cédé, que la glace dans le cœur de l'homme avait fondu. Il attendait. Et Lucas savait que maintenant qu'il connaissait la vérité, il passerait le reste de sa vie à essayer d'être digne de ce grand et silencieux amour canin qu'il avait si longtemps rejeté. L'attente du retour de la fourgonnette blanche de Sandrine ne dura que 10 minutes, mais pour Jean et Lucas, ces minutes s'étirèrent en une éternité vibrante et sans fin, remplie d'espoirs inexprimés et de la peur que le miracle ne s'effondre au dernier moment. Jean se tenait près de la fenêtre, écartant d'une main tremblante le rideau de dentelle, et scrutait la rue enneigée, où de rares passants se hâtaient, s'emmitouflant dans leur col, sans se douter que derrière la vitre du rez-de-chaussée d'un vieil immeuble, le destin de 3 êtres vivants était en train de se jouer. Lucas, lui, était assis immobile au centre de la pièce, son fauteuil tourné vers la porte d'entrée. Ses mains, habituellement posées mollement sur ses genoux, serraient maintenant les accoudoirs avec une telle force que ses articulations avaient blanchi. Et dans ses yeux, encore rouges de ses larmes récentes, brillait l'éclat fébrile de la détermination.
Il ressemblait à une sentinelle attendant la relève de la garde, ou à un condamné attendant sa grâce. L'air dans la maison était électrisé, imprégné d'une odeur de valériane que Jean s'était versée dans un verre, et du goût acre et métallique de l'adrénaline. Et enfin, le grondement familier du moteur diesel rompit le silence de la cour. Un son qui, auparavant, provoquait de l'irritation, leur parut maintenant la plus belle musique du monde. Ils sont là, expira Jean, et sa voix trahissait un tel soulagement qu'on aurait dit qu'il venait lui-même d'échapper à un peloton d'exécution. Il se précipita dans l'entrée, s'en mêlant dans ses pantoufles, pour ouvrir la porte avant même que Sandrine ait eu le temps de sonner, pour ne pas perdre une seconde, pas un instant de ce fragile retour. La porte s'ouvrit en grand, laissant entrer dans la tiédeur de la maison un nuage de vapeur glacée et l'odeur de la rue. Et avec ce froid, Sandrine apparut sur le seuil. Elle ne souriait pas. Son visage était sérieux, voire solennel, comme celui d'un médecin qui sort du bloc opératoire pour annoncer que le patient va vivre. Elle tenait la laisse, mais celle-ci pendait lâchement, car la bête qui marchait à ses côtés n'avait pas besoin d'être contrainte. Roch entra dans la maison non pas comme un invité, ni comme un fugitif qu'on ramène de force. Il entra comme un maître des lieux qui rentre d'un long voyage. Il ne se mit pas à renifler les coins ou à vérifier les gamelles. Il trouva immédiatement et sans erreur le regard de Lucas. Et à cet instant, le masque de calme que portait ce sévère chien-loup se fissura. Il émit un son qu'il était difficile de qualifier d'aboiement ou de gémissement. C'était un gémissement profond et vibrant, venant du plus profond de sa poitrine. Un son de reconnaissance et de joie. Roch s'élança. Ses griffes cliquetèrent sur le parquet, dérapant dans le virage. Et une seconde plus tard, il était aux pieds de Lucas. Il ne lui sauta pas dessus, ne se mit pas à lui lécher le visage comme il l'avait fait le matin. Il fit ce qu'un loup ferait en retrouvant son chef de meute après une séparation. Il plongea avec force son front massif dans les genoux de Lucas, cachant ses yeux, et s'immobilisa, respirant lourdement, s'appuyant de tout son poids sur les jambes de l'homme, comme pour dire « Je suis là. Je suis revenu. Ne me chasse pas à nouveau. » Lucas regardait la nuque grise de la bête, ses épaules qui tressautaient, et le barrage qu'il avait construit en lui pendant 3 ans s'effondra définitivement. Ce n'était pas un pleur silencieux, comme celui que l'on a par pitié pour soi-même. C'était un rugissement, animal, terrible et purificateur. Le rugissement d'une bête blessée à qui l'on retire une flèche barbelée. Lucas se pencha en avant et entoura de ses 2 bras le cou puissant de Roch, enfouissant son visage dans sa fourrure épaisse et odorante de neige. « Pardonne-moi. Pardonne-moi, mon frère. » Sanglotait-il, et ses mots se noyaient dans la fourrure, se mêlant aux larmes et à la salive. « Je pensais que tu m'avais trahi. Je t'ai maudit chaque jour, et toi? Tu m'as protégé de ton corps. » Dans son chagrin et son remords, Lucas confondait les temps et les noms. Il s'adressait à Roch, mais parlait à Gris, à ce fantôme qui tourmentait sa conscience. Il caressait Roch comme s'il voulait, à travers sa peau, transmettre son amour à cet autre loup qui gisait mort dans un ravin froid. Et Roch, doté de la sensibilité mystique de son espèce, accepta ce jeu. Il ne recula pas, ne fut pas effrayé par cette tempête d'émotions humaines. Au contraire, il se mit à gémir doucement, en écho aux pleurs de Lucas. Sa voix basse se mêlait aux sanglots de l'homme en un chant unique de deuil, aussi ancien que la forêt elle-même. Jean se tenait dans l'encadrement de la porte, la main sur la bouche. Des larmes, dont il n'avait pas honte, coulaient sur ses joues. Il voyait les épaules de son fils secouées de convulsions, voyait les doigts crispés de Lucas s'agripper à la fourrure du chien comme à une bouée de sauvetage, et il comprenait que maintenant, à cet instant précis, une véritable guérison était en train de se produire. Non pas avec des pommades, des pilules ou des traitements, mais avec des larmes et de l'amour. Sandrine s'approcha de Jean et lui toucha doucement le coude. « Laissez-les, murmura-t-elle. Les hommes ont besoin de pleurer leur chagrin. Les loups ne pleurent pas avec des larmes, Jean, ils pleurent avec des hurlements. Et les hommes? Les hommes ont parfois besoin de devenir un peu loups pour survivre. » Elle emmena le vieil homme dans la cuisine, loin de cette scène trop intime pour des regards étrangers, laissant l'homme et la bête seuls au centre de la pièce, au centre de leur temple personnel de douleur et de pardon. Il fallut beaucoup de temps avant que les sanglots de Lucas ne s'apaisent, remplacés par de rares soupirs convulsifs. Il ne lâchait pas Roch, continuant de le tenir dans ses bras, et le chien se tenait patiemment, offrant son dos comme un soutien. Lucas releva la tête. Son visage était enflé, humide, mais ses yeux.
Ses yeux étaient clairs, comme le ciel après un orage. Le voile trouble de la haine et du cynisme avait disparu. Il regarda Roch, voyant maintenant consciemment devant lui non pas un fantôme, mais un être vivant qui avait aussi besoin d'amour. « Tu n'es pas gris, dit-il doucement, passant sa paume sur la cicatrice du nez du chien. Tu es Roch. Tu as tes propres cicatrices. Qui t'a fait ça, mon ami? Un coup de pelle? La crosse d'un fusil? Roch lui lécha la main, brièvement et avec rudesse, confirmant son nom et son histoire. On est tous les deux des éclopés, hein? Sourit Lucas. Et ce sourire était amer, mais chaleureux. Deux infirmes, l'un sans jambes, l'autre sans meute. Mais tu sais quoi? Il se tut, cherchant des mots qui ne sonneraient pas pompeux, mais sincères. Je dois une vie à la forêt. Gris m'a donné la sienne pour que je vive, et moi. J'ai passé 3 ans à pourrir. Ce n'est pas juste. Je ne peux pas rembourser ma dette à un mort, mais je peux la payer à un vivant. À ce moment, dans la cuisine, la bouilloire se mit à siffler, et ce bruit domestique les ramena à la réalité. Jean et Sandrine revinrent dans la pièce. Ils avaient l'air calmes, mais leur regard trahissait une attente tendue. Lucas se redressa dans son fauteuil, s'essuya le visage avec la manche de son sweat et regarda Sandrine. C'était maintenant le regard non pas d'un invalide brisé, mais d'un homme qui prend une décision. « Madame Leclerc, dit-il fermement, bien que sa voix soit encore rauque. Je ne vous le rendrai pas. Vous ne ramènerez pas Roch en cage. Il est en service. Vous l'avez dit vous-même, il a trouvé celui qu'il doit protéger. » Sandrine esquissa un léger sourire, et les rides au coin de ses yeux se plissèrent. « J'espérais entendre ça, Lucas, répondit-elle simplement. Mais vous devez comprendre, ce n'est pas un jouet, c'est un chien-loup. Il exige du respect, de la discipline et de la liberté. Vous ne pourrez pas l'enfermer entre 4 murs pour toujours. Je sais, acquiesça Lucas, et son regard glissa vers la fenêtre, derrière laquelle le soleil brillait. Je ne resterai plus assis entre 4 murs. J'ai besoin de prendre l'air. J'ai besoin d'aller le voir. Voir Gris. Je veux y aller, dans les calanques. Je veux montrer à Roch l'endroit où tout a commencé. Jean suffoqua, portant les mains à sa poitrine. Lucas, mon fils, mais comment? On ne peut pas y aller en fauteuil. Il y a des rochers, des sentiers escarpés. On trouvera un moyen, papa. L'interrompit Lucas, et des notes d'acier, que son père n'avait pas entendues depuis très longtemps, résonnèrent dans sa voix. Tu es un artisan, tu as des mains en or. On mettra des chenilles au fauteuil, des roues plus larges. Je ne sais pas, mais je ne resterai pas à la maison. Roch a besoin de se promener, et moi, j'ai besoin. J'ai besoin de vivre. Roch, entendant son nom et le ton changé de son maître, leva la tête et aboya brièvement. Un aboiement grave, profond, approbateur. C'était son premier véritable aboiement dans cette maison. Un aboiement d'assentiment. Un serment d'allégeance. Sandrine s'approcha de son sac à dos, qui était resté près de la porte, et en sortit un collier en cuir usé avec une plaque de cuivre. C'est le sien, dit-elle en tendant le collier à Lucas. Sur la plaque sont gravés son nom et le téléphone du refuge. Mais je pense que maintenant, ce devrait être votre numéro. Lucas prit le collier. Le cuir était chaud et sentait la cire. Il ouvrit la boucle. Roch, sans qu'on le lui ordonne, s'approcha et présenta son cou, inclinant la tête dans un geste de confiance absolue. Lucas, dont les doigts la veille encore ne pouvaient tenir un verre d'eau, boucla maintenant avec une dextérité et une fermeté surprenantes le collier autour du cou puissant de la bête. Le clic de la boucle retentit comme le coup de pistolet d'un starter, annonçant le début d'une nouvelle course. Une course pour la vie. Bienvenue à la maison, Roch, dit Lucas en posant la main sur la tête du chien. Le chien se pressa contre ses jambes, et ils restèrent ainsi immobiles, formant un groupe sculptural unique, l'homme et la bête, fusionnés par un destin commun. Jean les regardait, et les larmes brouillaient à nouveau sa vue. Mais c'étaient maintenant des larmes de bonheur. Il comprit que son fils était de retour. Ce garçon qui aimait la forêt, qui n'avait pas peur des difficultés, qui savait aimer. Il était revenu du néant, guidé par la laisse d'un loup gris. Eh bien, dit Sandrine,
rompant la solennité du moment avec son ton pratique. Puisque nous avons réglé la question de l'adoption, quelqu'un pourrait-il m'offrir un thé avant que je ne reprenne la route? Il ne fait tout de même pas si chaud dehors. Lucas éclata de rire, pour la première fois sincèrement, bruyamment, la tête renversée en arrière. Et ce rire, mêlé au reste de ses larmes, fut le plus beau son que les murs de cette maison aient entendu ces 3 dernières années. Roch, regardant son maître rire, ouvrit la gueule dans un sourire de loup, laissant pendre sa langue rose, et remua la queue, faisant tomber une pile de vieux magazines de la table de chevet. La vie, bruyante, désordonnée et magnifique, était définitivement revenue dans la maison des Dubois. 6 mois passèrent, et l'hiver alpin, rude et impitoyable, qui semblait éternel, finit par battre en retraite, cédant à contre-cœur ses positions face à un soleil ardent et plein de vie, qui montait chaque jour un peu plus haut à l'horizon d'Annecy. La neige, qui avait récemment emprisonné la ville dans une carapace de glace, se transforma en ruisseau bouillonnant qui se jetait dans le lac, et la forêt environnante, mer verte ceinturant la ville, respira à plein poumon, se débarrassant de ses vêtements blancs pour s'habiller d'un voile émeraude de jeunes feuilles. L'air était imprégné des arômes de la terre humide, du cerisier sauvage et de cette fraîcheur particulière et enivrant propre au début du mois de juin, lorsque la nature se hâte de vivre, sachant combien la trêve est courte avant les prochains froids. Au pied des montagnes, là où un sentier de randonnée commence sa montée abrupte vers les célèbres sommets, s'arrêta la vieille 2CV familière, mais elle avait maintenant une autre allure. Sur le toit était fixée une imposante galerie de toit, et la carrosserie avait été lavée jusqu'à briller. Comme si la voiture aussi se préparait pour une fête. Jean sortit de la portière du conducteur, mais ce n'était plus le vieil homme voûté au regard éteint que nous avions vu en hiver. Il avait les épaules droites, sa barbe était soigneusement taillée, et ses mouvements avaient acquis l'élasticité d'un homme qui a un but. Il contourna la voiture et ouvrit le coffre, d'où il sortit, avec une dextérité habituée qui trahissait de longues heures d'entraînement, une construction qui aurait fait honneur à n'importe quel bureau d'études. C'était ce fameux fauteuil tout-terrain dont Lucas avait rêvé. Jean, utilisant ses compétences de mécanicien et des pièces d'une vieille motoneige et d'un VTT, avait créé un véritable monstre avec de larges roues à crampons et un châssis renforcé, capable de franchir les éboulis rocheux et les racines des arbres. Après son père, Lucas sortit de la voiture. Il se transféra dans son nouveau véhicule avec l'agilité d'un gymnaste, utilisant la force de ses bras qui, au cours de ces mois, s'étaient gonflés d'acier. Son visage était bronzé, ses cheveux rassemblés en une queue de cheval négligée, et dans ses yeux, lorsqu'il regarda les sommets des montagnes, se reflétait le ciel, pur, insondable et libre des nuages du passé. Mais le passager principal de cette expédition était, bien sûr, Roch. À peine la portière arrière ouverte, qu'un tourbillon gris s'élança en liberté, faisant résonner la forêt d'un aboiement joyeux. En 6 mois de vie à la maison, le chien s'était transformé. Sa fourrure était lustrée, ses flancs s'étaient arrondis, cachant ses côtes, et ses mouvements étaient devenus assurés et souverains. Il n'était plus un réformé de refuge. Il était un chien aimé, un membre de la famille, et il le savait. Roch fit un tour d'honneur autour de la voiture, marquant un buisson d'églantier, et revint vers Lucas, lui donnant un coup de truffe humide dans la paume, comme pour vérifier qu'il était prêt pour la randonnée. Alors, mon frère, guide-nous, sourit Lucas en caressant la nuque du chien. Et ce sourire était si naturel, si léger, que Jean, qui les observait, sentit ses yeux piquer de fierté. Ils se mirent en route. Ce ne fut pas une ascension facile. Le sentier serpentait entre des pins centenaires, grimpant parfois brusquement, plongeant d'autres fois dans un ravin. Jean s'appuyait souvent sur des poignées spéciales à l'arrière du fauteuil, aidant son fils à franchir les passages particulièrement raides, mais aucun d'eux ne se plaignit. Au contraire, chaque grincement de roue, chaque pierre sous leurs pieds était pour eux la confirmation qu'ils étaient vivants, qu'ils avançaient, qu'ils avaient vaincu la stagnation. L'ascension dura plusieurs heures, mais lorsqu'ils atteignirent enfin leur but, un petit plateau au pied d'une falaise d'où s'ouvrait une vue à couper le souffle sur la forêt infinie, la fatigue disparut instantanément. C'était l'endroit où tout s'était joué, ou presque. La véritable pente de la tragédie se trouvait un peu plus bas, dans une zone fermée aux visiteurs en raison des risques de chute de pierre, mais d'ici, de cette hauteur, elle était visible comme dans la paume de la main. Lucas arrêta son fauteuil au bord du précipice. Le vent, ici en altitude, était fort et frais. Il agitait les cheveux et refroidissait la peau échauffée. Mais Lucas ne s'emmitoufla pas dans sa veste. Il respirait avidement ce vent, sentant comment il chassait de ses poumons les derniers vestiges de la poussière hospitalière. Il regardait en bas, là où, 3 ans plus tôt,
sa vie s'était scindée en un avant et un après, là où, parmi les pierres et la neige, son ami Gris était resté pour toujours. Mais maintenant, en regardant ce gouffre, il ne ressentait plus cette terreur glaciale qui le tourmentait dans ses cauchemars. La douleur de la perte n'avait pas disparu. Elle était restée avec lui comme une vieille cicatrice qui tiraille par mauvais temps. Mais elle avait cessé d'être une blessure ouverte et purulente. C'était une tristesse lumineuse, une tristesse de gratitude. Lucas sortit de son sac à dos, accroché au dossier de son fauteuil, son vieil appareil photo. Ce même Nikon qu'il avait brisé dans un accès de rage, mais que Jean avait minutieusement restauré, remplaçant l'objectif et le boîtier. Le poids de l'appareil dans ses mains semblait familier et juste, comme une extension de lui-même. « Regarde, papa, » dit doucement Lucas, sans quitter le l'œilleton du viseur. « Regarde comment la lumière tombe sur les rochers. » Exactement comme ce jour-là. Sauf qu'alors, je n'avais pas eu le temps de prendre la photo. Je pensais que j'avais l'éternité devant moi. Jean se tenait à côté, la main posée sur l'épaule de son fils, et se taisait, comprenant que les mots étaient superflus maintenant. Roch, qui jusqu'alors courait après les papillons, sentit le changement d'humeur de ses maîtres. Il s'approcha du bord du plateau et s'assit, regardant au loin, là où le ruban bleu de la Loire, dans un imaginaire lointain, se fondait avec l'horizon. Le vent gonflait sa fourrure grise, le faisant ressembler à un esprit de la montagne, à un gardien qui veille éternellement. Lucas pointa l'objectif sur le chien. Le déclic de l'obturateur retentit dans le silence de la forêt comme un coup de feu. Mais c'était un coup de feu qui créait la mémoire, et non qui ôtait la vie. Roch tourna la tête au son, et Lucas réussit à saisir cet instant. Le regard des yeux ambrés, plein de sagesse et de calme, sur fond de rochers majestueux. Dans ce cliché, il y avait tout, la puissance de la nature sauvage, la dévotion, et ce lien indissoluble qui existe entre l'homme et la bête. « Merci », murmura Lucas en baissant l'appareil. Il ne s'adressait ni à Roch, ni à son père. Il s'adressait à celui qui n'était pas là, mais dont la présence se faisait sentir dans chaque bruissement de feuilles. « Merci de m'avoir donné une seconde chance, Gris. Je ne la gâcherai pas. » Il sortit de la poche de sa veste un œillet, simple et modeste, qu'il avait acheté le matin chez un fleuriste, et, s'approchant au plus près du bord, il jeta la fleur dans le vide. La petite tache rouge tourbillonna dans le courant d'air, descendant lentement dans l'abîme vert, comme une goutte de sang retournant à la terre pour devenir partie d'une nouvelle vie. C'était un geste d'adieu et de pardon. Lucas se pardonnait d'avoir survécu, se pardonnait d'avoir haï, et laissait partir le passé pour qu'il ne le tire plus vers le fond. Alors, le photographe ? La voix de Jean trembla, mais il se reprit rapidement. Tu as fait un chef-d'œuvre ? Sandrine attendra un compte rendu. Elle a dit que si on ne lui rapportait pas de belles photos, elle viendrait elle-même nous obliger à les refaire. Lucas éclata de rire, et l'écho de son rire se répercuta sur les rochers, effarouchant un couple de jets. Elle viendra de toute façon, papa, répondit-il en faisant demi-tour avec son fauteuil. Tu sais bien qu'elle ne nous lâchera plus maintenant. Elle dit que Roch a besoin d'examens réguliers, mais moi, je vois bien comment elle regarde tes horloges. Jean rougit, tout sauta dans son poing avec embarras et commença à s'affairer avec les fixations de la galerie de toit, faisant semblant d'être très occupé, mais les coins de ses lèvres se relevèrent traîtreusement. La vie continuait, et de nouvelles intrigues, de nouveaux espoirs, dont il n'osait même pas rêver 6 mois plus tôt, y apparaissaient. Le chemin du retour fut plus facile. Le soleil, qui déclinait vers l'horizon, colora la forêt de tons dorés et pourpres, transformant le bois en un royaume féerique. Roch courait devant, se retournant de temps en temps pour s'assurer que sa meute ne restait pas en arrière. Lucas regardait le dos puissant du chien, son père qui marchait à côté, sûr de lui et calme, et sentait une chaleur se répandre en lui. Il comprit une vérité simple, l'invalidité, ce n'est pas quand on a des jambes qui ne fonctionnent pas. L'invalidité, c'est quand on a le cœur paralysé, quand on a peur d'aimer et de faire confiance. Mais son cœur, grâce à ce médecin gris et poilu, battait de nouveau régulièrement et fort, à l'unisson avec le rythme de la forêt. Il savait que des difficultés l'attendaient, qu'il y aurait des jours où la douleur reviendrait, où le désespoir tenterait à nouveau de relever la tête. Mais maintenant, il avait un bouclier. Il avait Roch. Il avait son père. Et il avait le souvenir de Gris, qui ne le tirait plus en arrière, mais le poussait en avant. Quand ils descendirent jusqu'à la voiture, le crépuscule s'était déjà épaissi, et les premières étoiles s'allumaient dans le ciel qui s'assombrissait.
Lucas s'installa dans l'habitacle, et Roch, avant de sauter à sa place, s'approcha de lui et posa sa tête sur ses genoux, réclamant sa portion légitime de caresses après une longue journée. Lucas plongea ses mains dans la fourrure épaisse, inspira l'odeur de la forêt et du chien, et ferma les yeux. « À la maison, Roch, dit-il doucement. Rentrons à la maison. » Et la vieille 2CV, éclairant la route de ses phares, roula en direction de la ville, emportant 3 êtres heureux qui s'étaient trouvés dans le froid de l'hiver et avaient fait un pas ensemble dans l'été chaud de leur nouvelle vie. La leçon de cette histoire touchante nous rappelle que les voies du destin sont vraiment impénétrables. Souvent, nous prions pour un miracle, nous attendant à ce que les cieux s'ouvrent et que tous nos problèmes disparaissent en un instant. Mais parfois, les anges qui nous sont envoyés n'ont pas des ailes blanches dans le dos, mais une truffe humide, 4 pattes et un cœur immense et fidèle. Roch est devenu pour Lucas cet instrument divin qui a brisé les rancœurs et redonné foi en la vie. Le véritable miracle de cette histoire n'est pas la guérison magique du corps, mais la résurrection de l'âme. Elle nous montre que même lorsqu'il semble que le monde entier nous a tourné le dos, il y a toujours quelqu'un à proximité, prêt à nous réchauffer de sa chaleur. Dans notre vie quotidienne, nous aussi, nous verrouillons souvent notre cœur après une douleur vécue, craignant de faire à nouveau confiance. Mais cette histoire nous enseigne, n'ayez pas peur d'ouvrir votre âme à l'amour. N'ayez pas peur de pardonner, car c'est précisément l'amour qui est la force qui transforme les ténèbres en lumière, et le désespoir en espoir.